Sylvie Germain, petite scène capitale. Qu'est-ce qui fait d'une scène de la vie une scène capitale? On a toujours tendance à penser, quand on parle de scène capitale, des scènes très traumatisantes, où il y a une certaine violence, même symbolique. Mais notre vie est jalonnée de petites scènes capitales aussi, parfois même infimes, minimes. Et je dis capitale au sens où c'est quelque chose qui va nous marquer, là c'est au niveau parfois simplement de la sensibilité, mais c'est énorme. Comment notre sensibilité, notre sens du goût du monde, de la saveur du monde, est forgé petit à petit par aussi des éveils de cette sensibilité qui peuvent être par certains instants plus forts qu'à d'autres, et qui sont marquants. Dans le livre, c'est quelque chose qui peut sembler très banal, la première fois que l'enfant voit l'océan. C'est quand même un choc. Ou ça peut être un arbre ou en floraison, ou un arbre au moment de l'automne. C'est des visions qui peuvent être très fugaces. Elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont fugaces, parce qu'elles ont frappé. Et un jeu de lumière dans un arbre en automne, ça peut être voilà, des choses comme ça. Et parfois aussi des scènes capitales qui ne sont pas petites. Quand il s'agit d'un deuil, ou quand il s'agit d'une première rencontre ou joie amoureuse, ou ensuite d'une rupture amoureuse, il y a des scènes capitales qui forment, en la meurtrissant, en la blessant, notre sensibilité, là, en un sens beaucoup plus global, pas simplement sensualité. Et puis il y a aussi toutes ces petites scènes capitales, et ça m'intéressait de les mettre un peu toutes sur un même plan. C'est-à-dire celles dont on a conscience qu'elles sont essentielles au moment même où on les vit, et puis celles qui vont demander du temps pour qu'elles se déposent en nous et que l'on puisse y revenir. Les deux sont sur le même plan pour vous? Pas toujours, mais quand quelque chose nous frappe vraiment, pendant quelques instants au moins, on est comme mis à l'arrêt. Et notre pensée est mise à l'arrêt. Donc on n'est pas en état de se dire « Tiens, là, je vis une scène capitale ». On est comme saisi par ça. Et justement, tout ce qui est de l'ordre du jugement, de la pensée, d'un esprit critique est comme mis en état un peu de sidération. C'est justement ces moments de sidération, pour le meilleur, pour le pire, qui laissent des marques, je pense, en profondeur. Et c'est avec le temps qu'on se rend compte de l'importance de ces scènes. Alors, il y en a, c'est flagrant. Quand on nous annonce un deuil, une séparation, quelque chose qui vient comme vraiment imposer une fêlure grave dans notre vie, où il y a un avant, un après. Là, la scène capitale, elle est flagrante. Mais parfois, il y a des petits événements de 3 fois rien, en mélancolique ou au contraire très joyeux, qui se passent, qui ne sont pas en apparence plus saillants que d'autres, et on ne sait pas pourquoi. Ils marquent et ils nous reviennent à la mémoire au fil du temps. Ils traversent les années, parfois des décennies. Qui n'a pas fait cette expérience de retrouver soudain, ne sait pas pourquoi, qui remonte à la surface de la mémoire avec une sorte de fraîcheur incroyable, des souvenirs, sensations qui peuvent être de l'ordre vraiment même de la pure sensualité, c'est-à-dire le goût de quelque chose, même la fraîcheur d'une eau, à certaines clartés de ciel. Vous voyez, ça peut être des choses, la rugosité d'un tronc d'arbre, on pourrait prendre plein d'exemples qui ont l'air 3 fois rien. On ne sait pas pourquoi parfois notre sensibilité s'arrête, et comme s'il y avait un point de concentration sur un instant comme ça de sensorialité. Un précipité. Oui. Il y a dans ce livre toute une traversée, puisque votre personnage est toute petite fille au début du roman et devient une dame qui a entre 50 et 60 ans à la fin du livre. Je dirais même entre plus. 60 et 70. D'accord, entre 60 et 70. Et tous vos livres parlent en tout cas de la construction d'une identité, de par quoi on doit passer pour se constituer à travers les difficultés, les épreuves, la petite joie du quotidien, mais aussi la traversée du miroir parfois, et comment fait-on pour se construire soi-même en se métamorphosant finalement? Comment fait-on? J'ai pas la recette. Voilà, on fait, on est bien obligé. Et quand c'est trop cabossé, des gens, la psychanalyse, les psychanalyses, c'est fait pour ça. Parce que je dis ça, j'ai toujours une très haute opinion. Des bonnes psychanalyses qui peuvent être, quand je vois les bienfaits
Ça vous a tenté? Il y en a aussi qui font des méfaits. Non, ça ne m'a jamais tenté parce que je crois que ça serait rentré, peut-être, c'est à tort, mais en rivalité avec l'écriture, justement. Parce que dans les deux cas, quand même, ça passe par la parole, enfin ça passe par le langage, pardon, dans un cas par la parole, dans l'autre par le langage écrit. Et en un sens, l'écriture m'a peut-être sauvée de certains de mes démons, parce que je les expulse autrement, voilà. Ceci dit, c'est pas incompatible. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont suivi des analyses. Mais non, en dehors de ce fait de l'analyse, c'est pour revenir à ce que vous mentionniez, effectivement, on essaye de se débrouiller comme on peut avec tout ce qu'on reçoit en héritage à tous les niveaux. Hein, on est vraiment des gens d'héritage. Et pas, bien sûr biologique, génétique, etc. Mais surtout après affectif, l'histoire familiale, et puis tout ce qu'on reçoit peu à peu, au fur et à mesure où on grandit, tout ce qu'on reçoit, on doit se constituer avec ça. Ne serait-ce que la langue, même si les gens sont bilingues ou trilingues, il n'empêche, il y a quand même une langue de la pensée, une langue du rêve, et on est constitué par une langue. Et il y a quand même toujours ce qu'on appelle la langue maternelle, ce qui ne veut pas dire que ce soit la langue de la mère. C'est la langue dans laquelle on a appris, on est éduqué. C'est plutôt celle-là, la langue maternelle, celle dans laquelle on apprend à réfléchir, à penser, à faire un certain travail de pensée. Et déjà, le fait d'être structuré par une langue, donc on est déjà comme prédéterminé. Enfin, il y a une préfabrication dans plein de domaines. Et notre marge de liberté, elle est mince. Elle est très mince, avec tous ces héritages de toute forme. Comment on le gère, cet héritage? Comment on se débrouille avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel neuf on fait avec ça? Est-ce qu'on en fait un bas, hein, qu'on doit porter et qui nous accable? Est-ce qu'on rejette tout, ce qui est une aberration? Il y a un tri à faire, il y a un travail à faire avec ça, et voilà. Et avec ce travail-là, ce tri, qu'est-ce qu'on peut réussir à fabriquer de neuf pour faire sa propre traversée d'être humain, le moins mal possible, enfin disons le moins douloureusement possible. Vous évoquez l'inconscient dans cette manière que vous avez d'attraper de l'écriture ou de la manière dont l'écriture va se manifester en vous. Daniel Dobels, en parlant du poète René Char, dit que la poésie se joue entre la chance et l'inconscient. Et je trouve que la formule est assez belle et juste. Il y a une part de chance, une part de hasard heureux, et puis d'inconscient qui est à l'œuvre dans l'écriture. Ah, c'est une très belle formule, elle pourrait être de Char lui-même. C'est un charien, oui. Oui, oui, complètement. Mais ça résume bien les choses. Alors quand je dis inconscient, je parlerai aussi, il y a ce qu'on appelle l'inconscient, tout l'imaginaire, et l'imaginaire il est formé, mais moi je le compare toujours à une sorte de cuve où on laisse le mou du raisin, vous voyez, pour laisser fermenter. Et il se passe plein de choses pendant les fermentations. C'est quoi notre imaginaire? C'est ça, c'est une espèce d'énorme cuve de fermentation qui brasse aussi bien des émotions, des sensations, des sentiments, des pensées beaucoup plus élaborées, des choses vues, lues, entendues. Vous voyez, il y a de tout. Il y a de l'anecdotique et des petits trois fois rien. Il y a des minuscules scènes capitales. Et puis, il y a de terribles scènes capitales. Et il y en a aussi de magnifiques. Donc, c'est fait de tout ça, l'imaginaire. Et bon, quand ça revient, effectivement, souvent c'est très fugace. Une idée vous passe par la tête, une image vous passe par la tête. C'est une chance, mais il faut la saisir. Il faut donc être disponible. Et le propre, je pense, des artistes, quelle que soit la forme artistique, je pense, c'est d'avoir en eux toujours une sorte d'espace d'attention, une attitude quelque part dans sa tête, rester en état d'attention et de disponibilité pour saisir à l'arraché, ce que les Grecs appellent kairos, l'instant propice, le saisir quand il passe. Je dis ça parce que vous parliez de chance. L'inconscient va délivrer, ou l'imaginaire, l'inconscient, la mémoire et l'oubli, parce que les deux, c'est sans arrêt en train de s'entrepénétrer. De temps en temps, vont comme une cuve en fermentation, vont nous libérer, comme ça, délivrer des sortes peut-être de flux ou une bouffée de quelque chose. Et il faut être en état de disponibilité pour, là où peut-être la plupart du temps on se dirait oh, ça n'a aucune... On n'y prête même pas attention, c'est une idée vague qui vous passe, qu'on chasse un peu comme une mouche importune. Et quand on est en état de travail, en tout cas romancier,
peut-être encore plus chez les poètes, parce que c'est encore d'un autre ordre, il faut le saisir. Est-ce que cette disponibilité, ce travail, vous citez à l'instant le mot de travail? Je ne sais plus où est l'œuf, où est la poule, au bout d'un moment. Il y a une vigilance quand même à entretenir. Il y a une sorte d'état de vigilance qui cohabite parfaitement avec un état justement de rêverie, de distraction. Les deux vont très bien de pair. Hein. Ce n'est pas un état de vigilance comme quelqu'un qui est obligé dans un certain travail de vérifier sur un écran, où là on ne peut pas se permettre la moindre rêverie, la moindre instant de distraction. C'est pas le même état de vigilance. Hein. Il y a des différentes formes de vigilance comme il y a différentes formes de distraction. Mais ça ne s'exclut pas, voilà. Est-ce que quand vous entamez un essai, vous êtes dans le même processus d'écriture ou quelque chose de différent se joue? Quelque chose de différent se joue, parce que déjà, c'est pas motivé par une sorte d'image mentale, c'est pas la même motivation, le recours aux mots même, le travail avec le langage n'est pas du même ordre. Être moins sensible à des jeux d'assonance, vous voyez, à une rythmique, à une musicalité de la langue qui m'importe plus quand je suis dans un roman, comme si j'essayais parfois de suggérer à travers les mots des choses qui normalement passent par les sens. Alors que quand c'est dans un essai, c'est plutôt, je suis en train moi-même de questionner quelque chose qui me trouble, qui me tourmente, et je ne sais pas questionner autrement qu'en écrivant, pour essayer de clarifier un petit peu ce questionnement qui en fait ne fait que se déplacer. Et là, c'est d'un autre ordre. Le rapport aux mots va être fatalement différent. Il n'y a plus ce souci de rythmique, de sonorité ou autre. C'est plutôt d'essayer d'être le plus juste possible avec les mots sur un plan la plus conceptuel. Donc c'est un petit peu différent. Mais même là, je me laisse toujours surprendre par une idée, un appel idée, ou se déplace, ou m'amène quelque part où je n'avais pas pensé aller, mais me renvoie en revanche davantage vers d'autres livres lus, d'autres choses déjà qui ont été écrites sur le sujet. Merci beaucoup.